Je m'appelle Evelyn Whitfield, et j'ai 27 ans. Il y a 7 ans, ma famille a évacué notre maison, lors d'un ouragan de catégorie 4. Mon père a embarqué ma mère, mon frère, les albums photos, et la belle argenterie, dans 2 voitures. Il m'a laissé derrière, avec 3 animaux de compagnie, et sans électricité. Avant de s'éloigner en voiture, il a barricadé la fenêtre de ma chambre, de l'extérieur. Pour que tu n'aies pas de mauvaise idée, n'est-ce pas, a-t-il dit. Ma mère a pris la dernière voiture, sans même se retourner. Je me suis assise dans le placard du couloir, avec une lampe de poche jaune, 2 chiens, et un chat, écoutant le toit fléchir, comme s'il respirait. J'avais 19 ans. J'ai survécu. Et ce matin, 7 ans plus tard, mon téléphone s'est illuminé, avec 53 appels manqués. Le premier, à 7h30, était de mon père. S'il te plaît, arrête. Ne fais pas ça. Le dernier, à 9h30, était de ma mère. Nous avions tort. S'il te plaît. Elle n'a pas terminé sa phrase. Elle n'en avait pas besoin. Avant que je ne vous raconte ce qui s'est passé, prenez un moment pour aimer la vidéo, et vous abonner, puis laissez votre position et l'heure locale dans les commentaires. Maintenant, laissez-moi vous ramener à l'été de mes 19 ans, la semaine où le ciel est devenu vert, et où tout ce que je croyais savoir sur ma famille, s'est désagrégé, comme du carton mouillé. Nous vivions dans la maison de ma grand-mère. C'est la partie que les gens ne comprennent jamais, quand je raconte cette histoire, alors je vais le répéter. La maison appartenait à Ruth Callaway, la mère de ma mère. 4 chambres, une véranda grillagée, un jardin rempli d'herbes aromatiques, que je ne savais pas encore nommer. Mes parents s'y sont installés, quand j'avais 6 ans, après que l'entreprise de construction de mon père a connu un passage à vide. C'est temporaire, avait-il assuré à grand-mère Ruth. C'était il y a 13 ans. La table de la cuisine comptait 4 places. Nous étions 5. Chaque soir, je sortais une chaise pliante en métal du placard de l'entrée, et je la coinçais, entre le plan de travail et le coude de mon frère, Jared. Personne n'a jamais suggéré d'acheter une 5e chaise. Le sujet n'a simplement jamais été abordé. Tout comme beaucoup de choses me concernant, n'ont jamais été abordées. Jared avait 23 ans cet été-là, et vendait des voitures chez un concessionnaire, sur la route 12. Il avait abandonné l'université, au bout de 2 ans. Des frais de scolarité payés par nos parents, sans même sourciller. Ce mardi soir-là, ma mère a posé un plat sur la table, et a annoncé que Jared avait été muté, à l'équipe du week-end. Elle a dit, promu, avec la même voix qu'elle aurait utilisée, pour un diplôme. C'est mon garçon, a dit mon père, en serrant l'épaule de Jared. Je me suis raclé la gorge. J'ai été accepté en apprentissage de plomberie, celui du centre de formation. Ma mère a passé le saladier à Jared. C'est bien, ma chérie. Mon père n'a même pas levé les yeux de son assiette. Le plat était trop salé. Je m'en souviens, parce que je n'arrêtais pas de boire de l'eau, pour combler le silence. À l'autre bout de la table, grand-mère Ruth a posé sa fourchette. Elle m'a regardé comme elle le faisait toujours, comme si elle lisait une page, que personne d'autre ne pouvait voir. Les mains habiles, c'est de famille, a-t-elle déclaré. Mon père mâchait. Ma mère a souri à quelque chose sur son téléphone. Jared a demandé s'il y avait encore du pain. Après le dîner, j'ai fait la vaisselle, toute seule. Par la fenêtre au-dessus de l'évier, je pouvais voir le jardin. Du romarin, du thym, de la sauge, tous plantés en rangées si droites, qu'elles semblaient tracées à la règle. Grand-mère Ruth avait un carnet en cuir, qu'elle gardait dans la poche de son tablier. Elle y écrivait chaque soir, sur la véranda, à l'encre bleu-noir, avec une écriture penchée de gauchère. Je n'ai jamais demandé ce qu'il y avait à l'intérieur. Je pensais que c'était des recettes, des calendriers de plantation, ou ce genre de liste, que les vieilles dames tiennent pour se souvenir des choses. J'aurais dû demander. Laissez-moi vous parler des mathématiques dans ma famille, parce que c'était toujours une question de calcul. Les 2 années de Jared à l'université ont coûté 11 000 $. Mes parents ont fait les chèques, depuis un compte joint, financé principalement par les petits boulots de mon père, et par tout ce que grand-mère Ruth ne leur réclamait pas en loyer, c'est-à-dire la totalité. Quand Jared a abandonné au milieu de sa 2e année, mon père a dit, au moins, il a essayé. Ma mère a encadré son unique semestre sur la liste d'honneur du doyen,
et l'a accroché près de la porte d'entrée. Mon apprentissage en plomberie a coûté $600, en outils et en vérification des antécédents. J'ai payé les deux avec mes économies, faites en débarrassant les tables au restaurant de la rue Orchard. La seule chose dont j'avais besoin de mes parents, c'était une signature, une garantie parentale, puisque j'avais moins de 21 ans. J'ai demandé à mon père, un dimanche matin, alors qu'il lisait les résultats sportifs, à la table de la cuisine. La plomberie? Il a tourné une page. Ce n'est pas une carrière, Evelyne. C'est une solution de repli. Ma mère est apparue dans l'embrasure de la porte. Chérie, laisse-la essayer. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle était de mon côté. Puis, elle m'a tiré dans le couloir, et a chuchoté, ne mets pas ton père dans l'embarras, devant Jared. Alors, j'ai traversé la ville en voiture, et j'ai demandé à grand-mère Ruth. Elle a lu le formulaire une fois, l'a signé, et me l'a rendu. Aucun discours, aucune hésitation. Elle a dit, apporte tes outils samedi. Le tuyau sous l'évier de ma cuisine, goutte depuis 2 mois. J'ai réparé ce tuyau le week-end suivant. Raccord en cuivre, 20 quarts de tour, 45 minutes. Mon père était dans le salon, en train de regarder un match. Il a traversé la cuisine, pendant que j'étais sur le dos, sous l'évier, a enjambé mes jambes, et a ouvert le réfrigérateur. Tu vas vraiment faire ça pour gagner ta vie, a demandé Jared depuis l'encadrement de la porte, tenant un soda qu'il n'avait pas encore ouvert. J'ai serré le dernier raccord, et j'ai écouté. Le silence. Aucune fuite. Le tuyau fuyait depuis si longtemps, que l'absence de bruit, était plus assourdissante que ne l'avait été l'eau. Ouais, ai-je répondu, c'est ce que je vais faire. Grand-mère Ruth se tenait près de la cuisinière, à faire chauffer une bouilloire. Elle n'a rien dit. Elle m'a simplement versé une tasse de thé, et l'a posée sur le plan de travail, à côté de ma clé à molette, comme si les deux objets allaient de pair. Cette nuit-là, j'ai découvert qu'elle avait mis mon nom, comme contact d'urgence, sur les papiers de la maison. Je ne l'ai su que bien plus tard. Elle n'en a jamais parlé. Les samedis après-midi appartenaient à grand-mère Ruth, et à moi. C'était l'accord. Un accord tacite. Comme la plupart des bonnes choses entre nous, je venais après mon service du matin. Elle me tendait une paire de gants de jardinage, qui sentaient la cire d'abeille et la sauge, et nous travaillions dans les plates-bandes d'herbes aromatiques, jusqu'à ce que la lumière devienne ambrée. Elle m'a appris les noms des choses, pas seulement les noms communs, mais les vrais. Salvia officinalis, disait-elle, en cassant une feuille de sauge entre ses doigts. Officinalis, signifie de l'atelier. C'était un médicament, avant d'être un assaisonnement. Elle était infirmière à la retraite. Elle parlait des plantes comme elle parlait des gens, avec précision, et un soupçon de tendresse, qu'elle n'aurait jamais avoué. Ce samedi en particulier, une semaine avant la tempête, l'air était lourd, et doux, grâce au jasmin le long de la clôture. Nous étions à genoux dans la terre, en train de transplanter du thym, quand elle a dit quelque chose, qui m'est resté en tête. Ta mère était une enfant difficile. Pas méchante, mais difficile. Elle voulait des choses, que je ne savais pas comment donner. J'ai attendu. Grand-mère Ruth ne se répétait jamais, et elle ne s'étalait pas sur un sujet, à moins d'en avoir envie. J'étais une mère juste, a-t-elle ajouté. Mais juste, ne veut pas dire chaleureuse. Diane voulait de la chaleur. Je ne savais pas quoi dire, alors j'ai continué à creuser. Elle a mis la main dans la poche de son tablier, et m'a tendu une lampe de poche. En plastique jaune, lourde, le genre avec un faisceau large, que les gardiens de phare reconnaîtraient. Garde ça. Pourquoi faire? Quand les lumières s'éteindront, tu auras besoin de ta propre lumière. J'ai ri. Grand-mère, nous avons un générateur. Le générateur appartient à ton père. Elle a dit ça d'un ton plat, comme un bulletin météo. Puis, elle a souri. Cette lampe de poche est à toi. Plus tard, pendant que je rinçais les outils au robinet extérieur, je l'ai vue sur la véranda, le carnet en cuir ouvert sur ses genoux. Elle écrivait vite, plus vite que ne l'exigeaient de simples recettes. Quand elle a remarqué que je la regardais, elle l'a fermée, et l'a glissée dans sa poche. Pas encore, ma chérie. Elle a dit cela, de la manière dont on ferme un livre, qu'on n'a pas fini de lire. Je n'ai pas insisté. Je me suis dit qu'elle me le montrerait quand elle serait prête, ou qu'elle ne le ferait pas. Et d'une façon comme d'une autre, elle avait ses raisons.
Grand-mère Ruth avait toujours des raisons. C'est juste qu'elle ne les partageait pas, selon votre emploi du temps. Le soleil était bas sur la cour, orange et proche. Le genre de lumière, qui transforme les tuyaux d'arrosage en fils de cuivre, et qui donne même à une clôture en grillage, un aspect intentionnel. La tempête avait un nom, mais je ne l'utilise pas. Les noms rendent les choses personnelles. Et cet ouragan n'était pas personnel. C'était juste de la géographie. Ce qui était personnel, c'était le tableau blanc, dans la cuisine. Mon père l'avait acheté dans une quincaillerie, le mercredi, 3 jours avant que la tempête ne touche terre. Il l'a fixé au mur, à côté du réfrigérateur, et a dessiné 2 colonnes, avec un marqueur noir, qui crissait à chaque trait vers le bas. La colonne de gauche indiquait « voiture 1 ». La colonne de droite indiquait « voiture 2 ». Sous la voiture 1, Glenn, Jared, documents, boîte à outils. Sous la voiture 2, Diane, valise, album photo, ménagère en argent. J'ai lu la liste 2 fois, puis une 3e fois, plus lentement. De la façon dont vous relisez une phrase, qui ne peut décidément pas dire ce qu'elle semble dire. Mon nom ne figurait sur aucune des colonnes. Pas plus que ceux de biscuits, de pépères, ou de mottes. J'ai trouvé mon père dans le garage, en train de charger des planches de contreplaqué, dans la benne du pick-up. Et moi, ai-je demandé. Il n'a pas arrêté d'empiler ses planches. Quelqu'un doit rester, Evelyne. L'assurance ne couvrira pas le sinistre, si la maison est laissée inoccupée. C'est un catégorie 4. Cette maison a survécu à Hugo. Il a retiré un clou, coincé entre ses dents. Tout ira bien. Emmène les animaux dans le placard du couloir, si ça tourne mal. Reste loin des fenêtres. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Comme on regarde un robinet, qui fuit depuis si longtemps, qu'on a oublié qu'il était cassé. Ses mains étaient stables. Sa voix était monocorde. Il avait déjà pris sa décision. À l'intérieur, ma mère pliait des vêtements, dans une valise. Je me suis tenu dans l'embrasure de la porte. Maman. Quelqu'un doit surveiller la maison, ma chérie. Elle n'a pas levé les yeux. Nous ne pouvons pas emmener les chiens à l'hôtel. Tu le sais bien. Je pourrais y aller. Jared pourrait rester. Elle a fermé la valise. Ton frère travaille lundi. Comme si moi, je ne travaillais pas. Comme si l'apprentissage que j'avais mis 7 mois à obtenir, n'était qu'un passe-temps, quelque chose que je faisais, entre les véritables événements de la vie des autres. J'ai marché vers l'arrière de la maison. Grand-mère Ruth se tenait dans l'encadrement de la porte de la cuisine, les 2 mains appuyées sur sa canne. Elle avait tout entendu. Sa mâchoire était tellement serrée, que je pouvais voir le muscle palpiter, sous son oreille. Il faudra me passer sur le corps, a-t-elle lancé à Glenn, alors qu'il traversait le couloir. Mon père n'a pas ralenti. Ce n'est plus votre décision, Ruth. C'est ma maison, maintenant. Grand-mère Ruth s'est redressée. Ses yeux sont devenus ternes, et calmes. De la même façon que l'eau s'immobilise, juste avant de geler. C'est, a-t-elle dit doucement, exactement ce qui m'effraie. Personne d'autre ne l'a entendu. Moi, si. J'ai entendu chaque mot, mais je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire. Pas encore. Ils sont partis le samedi matin, à 7 heures. Le ciel avait la couleur d'une échymose. Vert sur les bords, jaune au centre. Le genre de ciel, qui rend les oiseaux silencieux. Mon père a chargé la dernière boîte dans son pick-up. Jared était assis sur le siège passager, avec ses écouteurs, à faire défiler l'écran de son téléphone. Il n'a pas fait un geste de la main. Ma mère aida grand-mère Ruth à s'installer à l'arrière de la berline. Ruth a résisté. Je pouvais le voir depuis la véranda. La façon dont elle s'agrippait, à la portière de la voiture. La façon dont la main de ma mère s'appuyait à plat contre le dos de Ruth. Ferme et définitive. Maman, tu ne peux pas rester. Ton cœur. Ruth s'est tournée, pour me regarder à travers la vitre arrière. Sa bouche a bougé. Elle disait quelque chose, mais la vitre était relevée, et je ne pouvais rien entendre. Elle a pressé sa paume contre la vitre. J'ai pressé la mienne, contre la moustiquaire de la véranda. Puis la berline a reculé dans l'allée, et les feux arrière ont disparu au tournant, là où la route bifurque, vers l'autoroute.
Mon père est parti le dernier. Il a marché jusqu'à la fenêtre de ma chambre, avec une planche de contreplaqué, une perceuse, et une boîte de vis. Je me tenais à l'intérieur de la pièce, et j'ai regardé la lumière du jour rétrécir. D'abord pour devenir un rectangle, puis une bande, puis une fente, et enfin, plus rien. 4 vis, dont chacune s'enfonçait dans le cadre en bois, avec un bruit aigu et perçant, comme un ongle crissant sur de la porcelaine. Pour que tu n'aies pas de mauvaise idée, comme celle de partir ? A-t-il lancé à travers le contreplaqué. Sa voix était étouffée maintenant, séparée de moi par un panneau de fibres, puis le bruit de ses bottes sur le gravier, puis la portière du pick-up, puis plus rien. J'ai marché jusqu'au tableau électrique dans le couloir, parce que la lumière de l'entrée s'était éteinte. Chaque interrupteur était abaissé. Ma mère avait coupé l'alimentation principale, en se dirigeant vers la voiture, pour protéger l'installation électrique, avait-elle dit la veille. Mais elle ne l'avait pas fait la veille. Elle l'avait fait ce matin-là, après que grand-mère eût été déjà dans la voiture, et ne pouvait plus argumenter. La maison était plongée dans le noir. Pas le noir d'une simple soirée. Le noir d'une boîte scellée. Le genre d'obscurité, où vous ne pouvez pas dire si vos yeux sont ouverts ou fermés, à moins de passer votre main devant votre visage. J'ai trouvé la lampe de poche jaune, sur ma table de nuit. Elle a percé le couloir, d'un faisceau dur et puissant. Biscuit s'est pressé contre ma jambe. Pépère a gémi, depuis le placard. Motte était assise sur le plan de travail de la cuisine, les oreilles rabattues, fixant le plafond. À 23h14, la première rafale a frappé. Je le sais, car mon téléphone avait encore de la batterie. 23%. Je vais vous dire à quoi ressemble le bruit d'un ouragan de catégorie 4, depuis l'intérieur d'une maison plongée dans le noir. Ça ressemble à un train de marchandises, qui essaierait de s'éclaircir la gorge. Sourd d'abord, puis plus fort, puis tellement fort, que le son cesse d'être un son, pour devenir de la pression. Dans vos oreilles, dans votre poitrine, dans les espaces situés derrière vos yeux. Le placard du couloir était l'endroit le plus sûr. Pas de fenêtre, entouré de murs porteurs intérieurs de tous les côtés. Je me suis assise sur le sol, avec Biscuit à ma gauche, Pépère à ma droite, et Motte roulée en boule sur mes genoux. Ses griffes me piquaient la cuisse, à chaque fois que la maison gémissait. Les murs tremblaient, en de longues et lentes vagues. Quelque part au-dessus de nous, une tuile s'est arrachée, et a glissé sur le toit, comme une carte à jouer qui dévale un escalier. J'ai appelé grand-mère Ruth à minuit. Elle a décroché à la première sonnerie. Mon bébé. Sa voix s'est brisée sur ce mot. Je vais bien, grand-mère. J'ai essayé de les arrêter. J'ai essayé. Je sais. Elle pleurait. Je n'avais vu grand-mère Ruth pleurer, qu'une seule fois auparavant, lorsque sa sœur était décédée. Elle pleurait doucement. De la façon dont pleurent les gens, qui en ont l'habitude. Je suis dans le placard, lui ai-je dit. Les chiens sont avec moi. Motte aussi. Les murs tiennent bon. Elle a pris une inspiration. Puis une autre. Je pouvais entendre la télévision derrière elle. Le bulletin météo de l'hôtel. Volume bas. La voix d'un homme énumérant la vitesse des vents, comme une liste de courses. Je vais arranger ça, a-t-elle dit, donne-moi du temps. Mon téléphone affichait 9%. Je dois y aller, grand-mère. Je t'aime. Je t'aime plus, et je t'aime depuis plus longtemps. C'était sa phrase à elle. Ça avait commencé quand j'avais 4 ans, et elle n'avait jamais arrêté. J'ai raccroché, et j'ai posé le téléphone face contre le sol, pour économiser la batterie. Dans l'obscurité, j'ai fait ce qu'on fait, quand il n'y a rien d'autre à faire. J'ai respiré. J'ai compté. Je me suis souvenu. J'ai pensé à l'été de mes 12 ans, quand mon père a étalé des plans de construction, sur la table de la cuisine, et m'a appris à lire les lignes d'élévation. Il avait été patient cet après-midi-là. Il avait pointé du doigt les marquages des fondations, et avait dit, c'est là que la maison commence. Tout le reste repose là-dessus. C'était l'un des seuls après-midi dont je pouvais me souvenir, où il m'avait parlé comme si je valais la peine, d'être instruite. C'était la version de mon père, que j'essayais sans cesse de retrouver. Celui qui traçait des lignes droites, et m'expliquait les fondations. Mais au lever du soleil, j'ai compris que cet homme n'avait pas disparu. Il n'avait simplement jamais représenté l'image entière.
Les vents sont retombés vers 4 heures du matin. J'ai ouvert la porte du placard. Le clair de lune pénétrait à travers les fissures du contreplaqué, couvrant la fenêtre de ma chambre. De fines lignes blanches, semblables à des barreaux. La maison tenait debout. Le jardin était rasé. L'électricité était toujours coupée. Pépère a pressé son museau dans ma paume, comme s'il vérifiait que j'étais toujours bien réel. Je l'étais, tout juste. Quelque chose d'autre s'était brisé pendant la nuit. Pas le toit, pas les murs. Quelque chose de plus profond, de plus structurel, et de plus permanent. Cette partie de moi, qui trouvait toujours des excuses. Le tuyau qui fuyait depuis des années, avait fini par exploser. Et je n'avais pas encore les outils, pour le réparer. Mais je savais que je les aurais. Un jour, quand le moment serait venu. Je veux faire une pause ici, un instant. Si vous avez déjà été celui ou celle qu'on a laissé derrière, non pas lors d'une tempête, mais dans une décision, dans une conversation, ou dans un projet familial où votre nom ne figurait tout simplement pas sur la liste. Vous savez très bien ce que l'on ressent, dans ce placard. Ce n'est pas une question de vent. C'est le silence, juste avant qu'il ne démarre la voiture. Si cette histoire résonne en vous, laissez un commentaire, et racontez-moi votre propre moment du placard. Et si ce n'est pas encore fait, appuyez sur ce bouton j'aime, et abonnez-vous. Cette histoire ne fait que commencer. Ils sont revenus 2 jours plus tard, après que le comté eut dégagé les routes, et que les stations-service eurent rouvert. Le pick-up de mon père est arrivé en premier dans l'allée, ses pneus crissant sur les branches tombées. Il est sorti, est passé devant moi sur la véranda, et est entré directement à l'intérieur. Il a inspecté les murs. Il a vérifié le toit depuis la trappe du grenier. Il a passé sa main le long des plinthes dans le salon, s'est accroupi près du chauffe-eau, et a ouvert et fermé chaque placard de la cuisine. Il menait une véritable inspection de la maison. La maison a l'air en bon état, a-t-il déclaré, en repassant par la porte d'entrée. Tu as bien géré. Il n'a pas dit, tu vas bien? Il n'a pas dit, je suis désolé, ni, ça a dû être effrayant, ni même, laisse-moi te regarder. Il a dit que la maison avait l'air en bon état. Comme si j'étais un agent de sécurité de nuit, et que mon rapport de ronde était satisfaisant. Ma mère a porté sa valise, jusque dans la chambre. Oh, ça sent le renfermé. Nous devrions ouvrir les fenêtres. Elle a dit ça, sans s'adresser à personne en particulier. Elle n'a fait aucun commentaire, sur le contreplaqué toujours vissé, par-dessus la fenêtre de ma chambre. Elle ne m'a pas demandé comment j'avais dormi, ni si j'avais dormi, ni si j'avais mangé ces 3 boîtes de soupe froide, que j'avais trouvées dans le garde-manger, à la lumière de ma lampe de poche. Jared est resté dans le pick-up pendant 20 minutes, à regarder son téléphone. Quand il est enfin entré, il a pris un soda dans le réfrigérateur, et est allé dans sa chambre. Je me suis tenu dans la cuisine, et j'ai compté les secondes, depuis que quelqu'un m'avait adressé la parole directement. Je suis arrivé à 400, avant que le taxi de grand-mère Ruth ne se gare sur le trottoir. Elle avait pris un taxi depuis l'hôtel. 67 $. Elle n'avait demandé à personne de la ramener. Ruth a franchi la porte d'entrée, est passée devant tout le monde, et m'a trouvé près de l'évier. Elle a enroulé ses bras autour de moi, et ne m'a pas lâché pendant un long moment. Elle sentait le savon d'hôtel, les pastilles à la menthe poivrée, et quelque chose de plus ancien, quelque chose qui n'appartenait qu'à elle. Le talc, le lin frais, et le thym. Je vais arranger ça, m'a-t-elle chuchoté dans les cheveux. Donne-moi juste du temps. Elle avait dit la même chose, au téléphone, pendant la tempête. Mais debout à cet endroit, avec le soleil qui tapait à travers la fenêtre de la cuisine, si brillamment que ça en faisait mal après 2 jours d'obscurité, ces mots ont résonné différemment. Elle ne faisait pas une promesse, sous le coup de la panique. Elle élaborait un plan. Je n'ai pas demandé quel genre de plan. J'avais 19 ans. Je pensais que le temps arrangerait les choses, d'une manière ou d'une autre. Je ne savais pas, qu'elle le pensait littéralement. Et que, quelque part dans ce carnet en cuir, la solution était déjà en train d'être rédigée. 3 mois après la tempête, j'ai chargé ma voiture. Ça n'a pas pris longtemps. Je possédais un sac polochon rempli de vêtements, une boîte à outils, une lampe de poche jaune, 3 laisses, une caisse de transport pour chat, et 6 années passées à savoir très exactement où je me situais dans les priorités de ma famille.
J'avais terminé mon apprentissage en plomberie en avance, première de ma promotion. Ce qui n'a surpris aucune des personnes qui m'avaient déjà vu travailler, et qui a étonné tous ceux qui n'avaient jamais pris la peine de le faire. Une entreprise de Millbury, la ville voisine, m'a embauché à 19 $ de l'heure, plus les avantages. J'ai trouvé un studio, au-dessus d'une quincaillerie sur Elm Street. 470 $ par mois. Animaux acceptés. Un robinet qui fuit dans la cuisine. Parfait. Le jour du déménagement était un jeudi. Ma mère se tenait dans le couloir, les bras croisés, à me regarder passer, avec mes cartons. « Tu es dramatique, Evelyne. »« Je suis embauché », ai-je répondu. Il y a une différence. Mon père était sur le canapé, en train de regarder un match de pré-saison. Il ne s'est pas levé. « Tu seras de retour dans un mois », a-t-il dit en s'adressant à la télévision. Retiens bien mes mots. Jared n'était pas à la maison. Il était passé à l'équipe du soir. Ou alors, il évitait simplement ce moment. Même résultat, dans les deux cas. J'ai installé Biscuit et Pépère sur la banquette arrière. Mott est allé dans sa caisse, sur le siège passager, miaulant comme si je l'emmenais chez le vétérinaire. Puis, je suis retourné à l'intérieur une dernière fois. Grand-mère Ruth était dans le jardin, en train de couper les fleurs fanées. Je l'ai serrée dans mes bras, et elle a tenu mon visage entre ses deux mains, ses paumes rugueuses par 50 ans de labeur, mais chaudes à cause du soleil. « Appelle-moi chaque dimanche », a-t-elle demandé. Chaque dimanche. Et répare ce robinet dans ta nouvelle cuisine, avant que la fuite ne te rende folle. J'ai ri. Oui, madame. Elle a glissé quelque chose dans la poche de ma veste. Un brin de sauge séché de son jardin, noué avec de la ficelle de cuisine. Pour ton nouvel endroit, a-t-elle dit. La sauge survit à tout. Cette première nuit dans l'appartement, je me suis allongé sur un matelas gonflable, à même le sol, et j'ai écouté le silence. Pas de bruit de pas de mon père au-dessus de ma tête, pas de soupir de ma mère à travers les murs, pas de musique de mon frère qui s'infiltre par le plafond. Juste moi, deux chiens qui respiraient calmement, un chat qui pétrissait la couverture, et un robinet qui goûtait, dans la cuisine. J'ai réparé le robinet à 23 heures. 24 de tour, comme chez grand-mère. Le son de la clé à molette résonnait dans la pièce vide, parce qu'il n'y avait aucun meuble, pour absorber le bruit. Cela ressemblait à une prière. Petite, privée, et avec pour seule réponse, le silence. Mais la fuite a cessé, et c'était suffisant. 3 années se sont écoulées. J'ai eu 22 ans. J'avais été promu 2 fois, d'abord plombière en chef sur les chantiers résidentiels, puis commerciaux. J'avais une camionnette, avec mon nom sur la plaque magnétique, une boîte à outils qui valait plus cher que le pick-up de mon père, et un appartement avec une chambre, dans lequel j'avais emménagé, après que le propriétaire du studio avait vendu l'immeuble. Biscuit devenait vieux et lent. Pépère avait des poils gris autour du museau. Mott régnait sur l'appartement, du haut de son étagère, comme un dictateur à fourrure. Ma vie était petite et m'appartenait, et j'aimais qu'elle soit ainsi. J'appelais grand-mère Ruth, chaque dimanche. Elle me parlait de son jardin, de ses livres, de la prothèse de hanche de sa voisine Connie. Elle ne mentionnait jamais le carnet en cuir. Elle ne parlait jamais de mes parents. Et je ne posais pas de questions. Puis, la lettre est arrivée. Elle a été envoyée à l'adresse de mon ancien studio, et a été transférée 2 fois, avant de me parvenir. Une enveloppe blanche, fine, avec un logo bleu dans le coin, que je ne reconnaissais pas. L'adresse de l'expéditeur indiquait « Southeastern Mutual Insurance, division des sinistres ». Je l'ai ouverte, debout près du comptoir de ma cuisine, portant encore mes bottes de travail. Chère Madame Whitfield, nous vous remercions pour votre participation au dossier de réclamation numéro 4471B, concernant les dommages causés par l'ouragan, à la propriété située au 114 Sycamore. Cette lettre confirme le règlement de 47 000 $, versé au titulaire principal de la police. Glenn R. Whitfield. Je l'ai relu, puis une 3e fois. Puis, j'ai posé la lettre sur le plan de travail, et j'ai mis mes 2 mains à plat sur la surface, parce que le sol semblait instable, même s'il ne l'était pas. Je n'avais jamais déposé de demande d'indemnisation. Je n'avais jamais rien signé, en rapport avec le 114 Sycamore. J'avais 19 ans, assise dans un placard avec un téléphone en train de s'éteindre, et 3 animaux,
pendant que la maison essayait de s'effondrer sur elle-même. J'ai appelé la compagnie d'assurance. Le représentant était poli, efficace, et d'absolument aucune aide, jusqu'à ce que je dise « J'ai besoin de voir le formulaire de réclamation, avec mon nom dessus ». Il est arrivé par email, 3 jours plus tard. Il était bien là, mon nom complet, ainsi que ma signature, sur une ligne qui indiquait « Attestation du témoin ». Confirme que l'occupant était présent, et a pris des mesures raisonnables, pour protéger la propriété pendant la tempête mentionnée. La signature n'était pas la mienne. Elle y ressemblait. Quelqu'un s'était entraîné. 47 000 $. C'était ce que valait ma nuit dans le noir, aux yeux de mon père. Pas ma sécurité, juste ma signature. Je n'ai pas appelé Glenn. Je n'ai pas appelé Diane. J'ai décroché le téléphone, et j'ai appelé grand-mère Ruth. Elle a répondu à la première sonnerie. Avant même que je puisse dire un mot, elle a lancé « Je sais ». Marshall me l'a dit. Nous y travaillons déjà. Marshall Règne avait un bureau, au 2e étage d'un immeuble en briques, dans le centre-ville, juste au-dessus d'un salon de coiffure qui était là depuis la guerre de Corée. La cage d'escalier sentait l'après-rasage, et le vieux bois. Sa porte était en verre dépoli, avec des lettres dorées indiquant « Monsieur Règne, avocat, succession et testament ». Il avait 62 ans, des cheveux argentés, et des lunettes de lecture, qu'il ajustait à chaque fois qu'il changeait de sujet. Son bureau était impeccable, à l'exception d'une tasse de café, d'une lampe, et d'une enveloppe Kraft, assez épaisse pour caler une porte. Votre grand-mère était la femme la plus réfléchie, avec laquelle j'ai jamais travaillé, a-t-il affirmé, en s'adossant à sa chaise. Elle est venue me voir, 2 mois après la tempête, le 14 octobre. Je m'en souviens, parce qu'elle m'a apporté un pot de confiture de figues, et elle n'apportait jamais de cadeaux, à moins d'être sur le point de demander quelque chose de complexe. Ruth avait modifié son testament. La maison, située au 114 Sycamore, le jardin, et le terrain qui l'entourait, me reviendraient entièrement. Pas à Diane, et pas en copropriété. À moi. Elle a été très précise, a ajouté Marshall, elle a dicté les termes elle-même. Je pratique le droit depuis 34 ans, et les instructions de votre grand-mère étaient plus claires que la plupart des conclusions d'avocat. Il a ouvert l'enveloppe Kraft, et a fait glisser une photocopie, sur le bureau. 2 signatures de témoins figuraient en bas, Constance, et le pasteur David Grimm, daté du 14 octobre, 3 ans auparavant. Elle m'a aussi demandé, de garder des copies de la déclaration de sinistre, que votre père a déposée. Il a ajusté ses lunettes. Elle les a obtenues, grâce à une demande de documents publics. Votre grand-mère comprenait la paperasse, de la même manière qu'un chirurgien comprend l'anatomie. Elle était au courant, pour la fausse signature. Elle l'a soupçonné immédiatement. Elle m'a demandé de vérifier, ce que j'ai fait. J'ai fixé les documents. Le ventilateur de plafond tournait lentement, brassant un air, qui sentait le vieux café et la cire pour meubles. Sur le mur derrière Marshall, une photo encadrée le montrait, plus jeune, debout à côté de grand-mère Ruth, lors d'une sorte d'événement communautaire. Tous deux souriaient à demi, comme le font les gens, quand ils se font suffisamment confiance, pour ne pas se donner en spectacle. Pourquoi ne l'a-t-elle pas signalé, ai-je demandé. Marshall a enlevé ses lunettes, et s'est frotté l'arête du nez. Elle m'a dit, si je m'en prends à Glenn maintenant, Diane me coupera les ponts avec Evelyn. Je les perdrai toutes les deux. Elle a choisi d'attendre. Il a remis ses lunettes. Elle a dit, pas encore. Quand je ne serai plus là, Evelyn en aura besoin bien plus que moi. Le ventilateur cliquetait à chaque rotation. J'ai compté 3 cliquetis, avant de pouvoir parler de nouveau. Elle a tout planifié. Elle ne l'a pas planifié, a corrigé Marshall. Elle s'y est préparée. Il y a une différence. Ma mère m'a appelé un mercredi. Rien que cela, aurait dû m'indiquer quelque chose. Diane Whitfield ne passait jamais de coups de fil en milieu de semaine, à moins d'avoir besoin de quelque chose. Anniversaire, fête de fin d'année, et service. C'était sa routine. Je me disais que nous pourrions déjeuner ensemble, a-t-elle proposé. Sa voix avait une chaleur, que je n'avais pas entendue depuis des années. Elle semblait presque sincère. Presque. Déjeuner, ai-je répété. Le restaurant sur Orchard, samedi, c'est moi qui invite. J'aurais dû refuser.
Les documents de Marshall étaient encore frais dans mon esprit. L'enveloppe Kraft reposait toujours, sur la table de ma cuisine. Je savais ce que mon père avait fait. Je savais ce que ma mère avait permis. Mais il y a une chose qui se produit, quand la personne qui vous a blessé, vous offre une simple miette de ce dont vous avez toujours été affamé. Vous tendez la main, même en sachant pertinemment que l'autre main pourrait se refermer sur vous. J'ai dit oui. Le restaurant sentait la tarte aux pommes, et le café industriel. Diane était déjà assise dans une banquette, près de la fenêtre, sa serviette sur les genoux, le menu intact devant elle. Elle s'est levée en me voyant, et m'a étreinte brièvement, avec précaution. De la façon dont on étreint quelqu'un, quand on n'est pas sûr qu'il veuille être touché. Tu as l'air en forme, a-t-elle dit. Forte. Je porte des tuyaux pour gagner ma vie. Elle a failli rire. Ensuite, elle a croisé les mains sur la table, et m'a regardé avec une expression, que j'attendais depuis l'âge de 6 ans. J'aurais dû rester avec toi cette nuit-là, Evelyne. Pendant la tempête, j'aurais dû me battre plus fort. Ma poitrine s'est serrée. Je voulais tellement la croire. J'en avais tellement envie, que je pouvais ressentir ce besoin, comme une chose physique, qui pressait contre l'intérieur de mes côtes. Nous avons passé commande. Elle a posé des questions sur mon appartement, mon travail, mes chiens. Elle a répété, c'est merveilleux, à 4 reprises. Elle a complimenté ma camionnette. Elle a posé des questions sur une cicatrice sur ma main, due à un raccord en cuivre qui avait glissé. La première fois qu'elle remarquait une marque sur mon corps, qui n'était pas là à la naissance. Puis, entre sa deuxième tasse de café, et l'addition, elle a mélangé 2 sucres, et a glissé, ta grand-mère a l'air si fatiguée ces derniers temps. Je m'inquiète pour sa santé. Lui as-tu beaucoup parlé de la maison, ou de choses comme ça? 3 tours de cuillère. Elle tournait toujours 3 fois, lorsqu'elle tournait autour du pot, pour aborder le sujet dont elle voulait vraiment parler. Je l'ai regardée, de l'autre côté de la table. Ma mère, 51 ans, avec des lunettes de lecture remontées sur la tête, et une question qu'elle essayait de faire passer pour anodine. Elle ne s'excusait pas. Elle rassemblait des informations. Nous parlons principalement de son jardin, ai-je répondu. Diane a hoché la tête, lentement. L'addition est arrivée. Elle a payé. Elle m'a étreinte de nouveau, à la porte. Et cette fois-ci, l'étreinte a duré plus longtemps, comme si elle mesurait quelque chose. Je me suis assise dans ma camionnette, sur le parking, pendant 10 minutes. Le moteur éteint, les mains sur le volant. La tarte avait été bonne. La conversation avait été une simple représentation. Les appels provenaient de Connie Bill, la voisine d'à côté de grand-mère Ruth, depuis 40 ans. Connie avait 58 ans, était retraitée des postes, et avait le genre de voix, qui faisait ressembler les mauvaises nouvelles à un bulletin météorologique. Sérieuse, mais posée. Ton père passe très souvent, m'a prévenu Connie. Il est passé 3 fois, cette semaine. Il s'assoit à la table de la cuisine de Ruth, avec un dossier. La dernière fois, je l'ai entendu à travers la porte moustiquaire. Il lui demande de signer quelque chose. Quelque chose à propos de l'acte de propriété de la maison. Glenn voulait une copropriété. Son argument de vente était purement pratique. La maison avait besoin de travaux de toiture, d'un renforcement des fondations. Le genre d'entretien coûteux, qu'une femme de l'âge de Ruth, ne pouvait pas gérer seule. Il s'en occuperait. Tout ce qu'elle avait à faire, c'était d'ajouter son nom sur le titre de propriété. Pour des raisons fiscales, lui avait-il assuré. Qu'a dit grand-mère, ai-je demandé. Elle a dit non, à 3 reprises. Elle est polie à ce sujet, mais elle a refusé. Cela aurait dû s'arrêter là. Mais Glenn Whitfield n'avait pas entendu un « non ». Il avait entendu un « pas encore ». Ce qu'il a fait ensuite, était plus silencieux, et plus moche. C'est Connie qui me l'a raconté, la semaine suivante. Glenn avait parlé à des gens en ville, à la quincaillerie, au petit déjeuner de l'église. Rien de flagrant, juste quelques commentaires glissés. Ruth oublie des choses. Elle a laissé la cuisinière allumée, mardi dernier. Nous nous inquiétons pour elle. Honnêtement, c'est difficile à voir. Rien de tout cela n'était vrai. Ruth Callaway pouvait réciter ses médicaments, son numéro de sécurité sociale, et chaque plante de son jardin, en latin. Elle avait géré ses propres déclarations d'impôts, pendant 60 ans.
Elle lisait un roman par semaine, et battait Connie au Scrabble, tous les jeudis. Mais la réputation, dans une petite ville, c'est comme du papier peint. Facile à poser, très difficile à décoller. Et Glenn le tapissait, une conversation après l'autre. J'ai appelé grand-mère Ruth, ce soir-là. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, au milieu d'une phrase avec quelqu'un d'autre sur l'autre ligne, a basculé proprement, et m'a récité avec précision, ce qu'elle avait mangé pour le dîner. Du poulet rôti, des carottes cuites au four, un verre de vin. Elle était en train de lire une biographie, de Florence Nightingale. Ton père devient désespéré, m'a-t-elle annoncé. Aussi calme que l'eau d'un bain. Je pouvais entendre une page se tourner, à l'autre bout du fil. Elle continuait de lire, tout en me parlant. Ça signifie que nous en sommes proches. Proches de quoi? Proches de la fin. Elle n'est pas entrée dans les détails. Elle m'a posé des questions sur un chantier que je dirigeais, la rénovation d'une salle de bain, dans une maison victorienne sur Maple Street. Elle voulait tout savoir, sur les matériaux de la tuyauterie. Nous avons débattu du cuivre contre le fer, pendant 15 minutes. Elle n'a jamais semblé effrayée, pas une seule fois. J'ai rendu visite à grand-mère Ruth, pour Noël. La maison sentait comme à son habitude, en décembre. Le pain de la couronne sur la porte, la cannelle d'une préparation sur la cuisinière, et en dessous de tout cela, la note de fond permanente, de sa maison. Le vieux bois, l'huile de citron, et la trace infime des sachets de lavande, qu'elle gardait dans chaque tiroir. Nous nous sommes assis sur la véranda arrière, avec du thé. Le jardin était en dormance, il n'y avait plus que des tiges brunes, et du paillis. Mais la sauge était encore toute verte. Elle se moquait bien de l'hiver. Grand-mère Ruth affirmait que c'était toujours le cas. Je n'étais pas une mère chaleureuse, a-t-elle confié, fixant le jardin, sa tasse tenue à deux mains. Je te l'ai déjà dit, mais j'ai besoin que tu le comprennes, maintenant. Ta mère voulait quelque chose, que je ne savais pas comment lui donner. C'était une enfant qui avait besoin de louanges, et j'étais une femme qui croyait, que les louanges devaient être méritées. Elle a bu une gorgée de son thé. J'avais tort sur ce point. Pas entièrement, mais suffisamment. Grand-mère. Je n'ai pas fini. Elle a posé sa tasse. Ta mère a épousé ton père, parce qu'il lui répétait, chaque jour à voix haute, qu'elle était spéciale. Je ne l'ai jamais fait. Alors, quand elle a dû choisir entre sa voix et la mienne, elle a choisi la sienne. Et je ne peux pas l'en blâmer totalement, parce que c'est moi, qui ai créé le silence. Qu'elle cherchait tant à combler. Le vent s'est levé. Des feuilles mortes ont raclé les lattes de la véranda, dans un murmure sec et fin. Mais comprendre quelqu'un, a ajouté Ruth, n'est pas la même chose que de l'excuser. Ne déteste pas ta mère. Mais ne lui fais pas confiance, non plus. Elle a glissé la main sous sa chaise, et a sorti le carnet en cuir. Je ne l'avais pas vu depuis des années. La couverture était plus foncée maintenant, assouplie par les manipulations, et un élastique le maintenait fermé. Quand le moment sera venu, donne ceci à Marshall. Il saura quoi en faire. Quand quel moment sera venu? Elle m'a regardé. Ses yeux étaient clairs, perçants, totalement présents. J'ai 81 ans, ma chérie. Le moment vient, que tu le nommes, ou non. J'ai pris le carnet. Il était plus lourd que je ne le pensais, dense de pages, d'années, de tout ce qu'elle avait consigné, de cette écriture penchée de gauchère. À la porte d'entrée, elle m'a étreinte plus longtemps que d'habitude, plus fort que d'habitude. Je pouvais sentir sa clavicule, à travers son pull. Tu es la meilleure chose que j'ai jamais réussi, a-t-elle murmuré. Même si je l'ai fait un peu tard. J'ai conduit pour rentrer chez moi, avec le carnet sur le siège passager, le chauffage allumé, et une sensation dans la poitrine, comme si je retenais une porte qui était sur le point de se fermer. Marshall m'a appelé un mardi, en mars. J'étais sous l'évier d'une cuisine, dans un duplex du quartier, en train de remplacer un broyeur à déchets, quand mon téléphone a sonné. Je l'ai laissé sonner, jusqu'à la messagerie. Il a rappelé de nouveau. J'ai glissé hors du meuble, je me suis essuyé les mains sur mon jean, et j'ai répondu « Evelyne ». Sa voix était la même que d'habitude, mesurée, précise, mais il y avait un poids à l'intérieur, qui n'y était pas auparavant. Votre grand-mère est décédée ce matin. Dans son sommeil. Connie l'a trouvée.
Je me suis assise sur le sol de la cuisine, dans le duplex d'un inconnu, et j'ai fixé le dessous de l'oreiller. Une toile d'araignée pendait du siphon. Le broyeur bourdonnait faiblement, parce que je n'avais pas fini de débrancher le courant. « Evelyne, êtes-vous là ? » »« Je suis là. » »« Je voulais que vous l'entendiez de ma bouche, en premier. En premier, avant Diane, avant Glenn, avant quiconque qui pourrait me livrer la nouvelle, enveloppée dans ses propres intérêts. » Marshall comprenait la hiérarchie. J'ai conduit jusqu'à la maison. Connie était sur la véranda, avec un verre d'eau qu'elle ne buvait pas, les yeux rouges. Elle était entrée avec la clé de secours, que Ruth lui avait donnée des années auparavant, juste au cas où. Ruth était dans son lit, les couvertures remontées, une main reposant sur un livre fermé. La chambre sentait la menthe poivrée et la cire d'abeille, comme ça avait toujours été le cas, et comme ce le serait toujours, jusqu'à ce que quelqu'un ouvre les fenêtres, et laisse le monde extérieur y pénétrer. Biscuit avait traversé depuis la maison de Connie. Elle l'avait gardé cette semaine-là, pendant que Ruth avait un rhume. Il était couché sous le lit, et refusait de sortir. Je me suis assise sur la chaise, à côté du lit. Je n'ai pas pleuré. Je ne veux pas dire par là, que j'étais forte. Je veux dire que ce sentiment était bien trop immense, pour pouvoir pleurer. Il remplissait chaque parcelle de mon être, et ne laissait aucune place, pour que quoi que ce soit puisse s'échapper. 2 heures plus tard, mon père m'a appelé. Ta grand-mère a laissé quelques papiers. Il faut que nous réglions la situation de la maison. Quand serais-tu disponible? Pas de, je suis désolé pour ta perte. Pas de, est-ce que tu vas bien? Pas même un, c'était une femme bien. Il est passé directement à la paperasse, à la maison, à l'héritage. Diane a appelé, 30 minutes après ça. Je suis effondré, a-t-elle dit, et sur ce point précis, je l'ai cru. Puis, quelqu'un n'a-t-il mentionné un testament? J'ai regardé le carnet en cuir sur la table de nuit de Ruth, à côté d'un verre d'eau, et d'un crayon à la gomme mâchouillé. Le rideau de dentelle a bougé, sous l'effet du courant d'air. Elle avait ces rideaux-là, depuis bien avant ma naissance. Cette nuit-là, j'ai ouvert le carnet en cuir, pour la toute première fois. Ruth Callaway écrivait de la même manière qu'elle parlait, proprement, directement, et sans jamais gaspiller un mot. Le carnet était organisé par date. Entrée après entrée, à l'encre bleu-noir, avec son écriture penchée de gauchère, chacune commençant par un numéro, et un mois. Elle avait tout consigné. 14 septembre. Glenn a dit à Evelyne, qu'elle devait rester pendant la tempête. Diane ne s'y est pas opposée. Jared n'a rien dit. 15 septembre. Glenn a barricadé la fenêtre d'Evelyne de l'extérieur. J'étais dans la voiture de Diane. Je n'ai pas pu l'en empêcher. 15 septembre, 23h40. Evelyne a appelé. Elle était dans le placard. Elle était calme. Moi, je ne l'étais pas. Les entrées continuaient, après la tempête. Des dates, des heures, des observations. Rédigées avec la précision d'une femme, qui avait passé 40 ans de sa vie, à consigner les constantes vitales de patients. 3 octobre. Glenn a déposé la réclamation d'assurance. A dit à l'expert que quelqu'un était dans la maison, pendant la tempête. A utilisé le nom d'Evelyne. 8 octobre. Et demandé à Marshall de récupérer le formulaire de réclamation. La signature n'est pas celle d'Evelyne. 14 octobre. Nouveau testament signé. Connie et le pasteur Grimm, comme témoins. Marshall l'a enregistré. Ensuite, les entrées ont changé de nature. Les visites de Glenn. Les conversations avec Diane. Des choses que Ruth avait surprises, quand les gens oubliaient qu'elle était dans la pièce, ou supposaient simplement qu'elle n'écoutait pas. 12 janvier. Glenn a raconté à Bill Eward, à la quincaillerie, que j'avais laissé la cuisinière allumée. Je n'ai pas utilisé les plaques de cuisson depuis 3 semaines. J'utilise le micro-ondes. 5 mars. Diane m'a posé des questions sur le titre de propriété. Je n'ai rien répondu. Elle a redemandé. J'ai gardé le silence, mais plus forte encore. La dernière entrée datée remontait à 3 semaines, avant la mort de Ruth. 22 février. Je suis fatigué, mais le carnet est terminé. Marshall a ce dont il a besoin. Evelyne a ce dont elle aura besoin. Je n'ai pas fait cela par colère. Je l'ai fait,
parce que quelqu'un aurait dû tenir les comptes, et que personne ne le faisait. Alors, j'ai compté. Sur la toute dernière page, pliée en deux et glissée entre le dos en carton et la couverture en cuir, se trouvait une lettre manuscrite. Avec la même encre. Chère Evelyne, tu méritais beaucoup mieux. Maintenant, tu l'auras. Ne sois pas gentille, avec des personnes qui n'ont pas été gentilles avec toi. Sois juste. Il y a une différence. La maison est à toi. Pas parce que tu l'as méritée. C'est le cas, mais ce n'est pas pour cela. Elle est à toi. Parce que j'ai confiance en toi, pour prendre soin de ce que je n'ai pas pu protéger, de mon vivant. Je suis désolé, d'avoir mis autant de temps. Grand-mère Ruth. J'ai lu cette lettre à 4 reprises. Sois juste, et non gentille. Il m'a fallu attendre la 3e lecture, pour en comprendre la différence. La gentillesse peut se jouer, comme une pièce de théâtre. L'équité, elle, exige des preuves. J'ai décroché le téléphone, et j'ai appelé Marshall. Je suis prête, ai-je dit. Marshall a programmé la lecture du testament, 2 semaines après les funérailles. Il a envoyé des avis officiels, par courrier recommandé avec accusé de réception, à Glenn, à Diane, et à Jared, à leurs adresses actuelles. Il m'a envoyé le mien par email, avec un petit mot. Mettez des chaussures confortables. Ces choses-là peuvent prendre du temps. Les funérailles, en elles-mêmes, furent intimes. Grand-mère Ruth avait aussi laissé des instructions, pour cela. Pas de veillée funèbre, pas d'éloge de plus de 5 minutes, et surtout pas de lice, parce qu'elle en détestait l'odeur. Connie a pris la parole. Le pasteur Grimm a lu un psaume. Je me suis assise au 2e rang, et j'ai regardé ma mère pleurer, dans un mouchoir qu'elle avait soigneusement plié à l'avance, dans son sac à main. Mon père était assis, les bras croisés. Sa mâchoire bougeait légèrement, comme il le faisait toujours, lorsqu'il était en train de calculer. Il n'a pas pleuré. Il a serré des mains, par la suite, de personnes à qui il n'avait pas adressé la parole depuis des années. Et je l'ai surpris en train de dire à l'un d'eux, elle a vécu une belle et longue vie. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à régler la succession. Lors de la réception, de la salade de pommes de terre, de la charcuterie, et du thé glacé, dans le sous-sol de l'église. Glenn m'a prise à part, près du porte-manteau. Evelyne, écoute. Je sais que ta grand-mère et moi avions nos différends, mais je pense que nous pouvons régler tout ça en famille. Pas d'avocat, pas de drame. Elle aurait voulu que les choses restent simples. Elle a engagé un avocat, papa. Marshall, c'est un ami. C'est différent. Il est son avocat au dossier. Ce n'est pas différent. La bouche de Glenn s'est crispée. Il a réajusté son col. Très bien, on fera à la façon de Marshall, mais ça sera rapide. Ta mère est la plus proche parente. J'ai hoché la tête. Je ne l'ai pas corrigé. Le corriger aurait été une preuve de gentillesse, et grand-mère Ruth m'avait appris à faire la différence. La semaine précédant la lecture, je me suis assise dans le bureau de Marshall, pendant qu'il m'expliquait les documents, une dernière fois. Le testament était inattaquable. 2 témoins, notariés, et enregistrés auprès du greffier du comté. Les instructions de Ruth étaient spécifiques jusqu'à la moindre ponctuation. Elle a également laissé une lettre, qui devra être lue à voix haute pendant la séance, a précisé Marshall. Un document séparé, de celui qui se trouve dans le carnet. Court. Elle voulait que tout le monde l'entende. Que dit-elle? Il a secoué la tête. J'ai reçu pour instruction de ne la lire, qu'en présence de toutes les parties. J'ai acheté un blazer, ce week-end-là. Gris anthracite, cintré, soldé dans un grand magasin de Millbury. C'était le tout premier blazer, que je possédais. Non pas parce que j'avais besoin d'une armure, mais parce que grand-mère Ruth aurait voulu, que j'entre dans cette pièce comme si elle m'appartenait, puisque, justement, c'était sur le point d'arriver. La veille au soir de la lecture, je me suis assise dans mon appartement, et j'ai regardé les documents étalés, sur la table de la cuisine. Le testament, la déclaration d'assurance, le carnet, la lettre, et la carte de visite de Marshall. Est-ce que c'est de la vengeance? Lui avais-je demandé la semaine précédente. Il avait ajusté ses lunettes. C'est la loi de l'État, avait-il répondu. La vengeance n'est qu'un effet secondaire. Les appels ont commencé, 3 jours avant la lecture.
Mardi soir, 20h. Le numéro de Glenn. Je l'ai laissé sonner. Il a laissé un message vocal. Ma chérie, parlons de ça en famille. Il n'y a aucune raison d'en faire une affaire juridique. Ta grand-mère aurait voulu que nous restions unis. Mercredi matin, 6h30. De nouveau Glenn. J'ai décroché cette fois, parce que l'identifiant de l'appelant m'avait réveillé en sursaut. Evelyne, je ne sais pas ce que Marshall t'a raconté, mais les avocats compliquent les choses. Ils coûtent de l'argent. Tu as 26 ans. Tu ne sais pas comment fonctionnent ces choses-là. Je sais comment fonctionne une fausse signature. Silence, puis, je ne sais pas de quoi tu parles. D'accord, papa. Je suis ton père. Ne me fais pas passer pour le méchant dans l'histoire. Comme si, être le méchant, était quelque chose que je lui infligeais, et non quelque chose qu'il avait bâti lui-même. Une décision à la fois, au cours de ces 7 dernières années. Jeudi soir, le numéro de Diane. Elle pleurait, avant même que je dise allô. De vraies larmes. Je pouvais entendre sa respiration se bloquer, la façon dont elle bégayait entre les syllabes. Les faux pleurs de Diane étaient lisses et maîtrisés. Ceux-ci étaient saccadés. C'était de la peur. Si tu prends cette maison, a-t-elle sangloté, tu prends tout ce qu'il reste à ton père. Nous vivons là depuis 13 ans, Evelyne. Où sommes-nous censés aller? Je me suis tenu à la fenêtre de ma cuisine. Le radiateur de l'appartement émettait un cliquetis. Dehors, un lampadaire grésillait, avec un filament desserré. Sur la télévision, en sourdine, le bulletin météo montrait un système tropical, en formation dans l'Atlantique. Le météorologue pointait du doigt, une masse blanche tourbillonnante. L'ironie de la situation ne m'a pas échappé. Maman, tu as vécu dans la maison de grand-mère gratuitement, pendant 13 ans. C'était notre foyer. C'était son foyer. Elle vous a laissé y rester. C'est. Evelyne, ce n'est pas comme ça que fonctionne une famille. C'est exactement comme ça que fonctionne le droit de la propriété. Elle a pleuré de plus belle. Je suis resté planté là, et j'ai laissé le silence s'étirer. Une partie de moi, l'ancienne partie, celle qui tirait la chaise pliante jusqu'à la table, sans qu'on le lui demande, voulait dire que ce n'était pas grave, voulait promettre que nous trouverions une solution. Elle voulait attraper cette miette, une fois de plus. Et puis, je me suis souvenu du tableau blanc. Voiture 1, voiture 2. Aucune colonne pour Evelyne. Et le bruit des 4 vis s'enfonçant dans le cadre de la fenêtre, l'une après l'autre, pendant que mon père m'enfermait à l'intérieur, et s'éloignait. On se verra à la lecture du testament, maman. J'ai raccroché. Le radiateur a cliqueté. Pépère a posé sa tête sur mon pied. Le bulletin météo a fait place à une publicité pour une voiture, et j'ai éteint la télévision. Connie Bill m'a appelé le vendredi matin, 2 jours avant la lecture. Sa voix tremblait légèrement. Pas par faiblesse, mais de cette vibration qui vient, quand on retient quelque chose pendant des années, et qu'on décide enfin de le laisser sortir. Il faut que je te dise quelque chose, a-t-elle avoué. J'aurais dû le dire, il y a très longtemps, mais je ne l'ai pas fait, et c'est ma faute. Je me suis assise, à la table de ma cuisine. D'accord. Le matin de la tempête. J'étais sur ma véranda. J'étais sorti pour vérifier mes volets, et j'ai vu ton père, à la fenêtre de ta chambre, avec la planche de contreplaqué, et la perceuse. Je l'ai regardé visser cette planche, dans le cadre. 4 vis. J'ai compté. Vous l'avez vu. Je l'ai vu, et je l'ai entendu. Il a dit quelque chose, à travers le bois. Je n'arrivais pas à bien distinguer depuis ma cour, mais la façon dont il l'a dit. C'était comme s'il parlait à un chien errant, qu'il ne voulait même pas prendre la peine de chasser. Sa voix s'est brisée. Je suis rentré à l'intérieur. Je me suis dit que ce n'était pas ma famille. Que ça ne me regardait pas. Et je m'en rends malade, depuis ce jour-là. J'ai regardé le plafond. Une tache d'eau, en forme de haricot, marquait le coin où la douche du voisin du dessus fuyait. J'avais proposé de la réparer à 2 reprises. Il avait refusé 2 fois. Certaines personnes préfèrent vivre avec les dégâts, plutôt que de laisser quelqu'un les aider. Pourquoi m'en parler maintenant, Connie? À cause des funérailles. Ton père s'est tenu dans cette église, et n'a pas versé une seule larme.
Et quand il m'a serré la main, à l'extérieur, il m'a dit, « Eh bien, au moins. Nous pourrons enfin régler l'histoire de la maison. » C'est ce qu'il a dit. Aux funérailles de ta grand-mère. Aux funérailles de ma meilleure amie. Elle s'est mouchée. J'ai attendu. Ta grand-mère m'a demandé d'être témoin pour son Nouveau Testament. Le 14 octobre, dans le bureau de Marshall. Je l'ai signé. Le pasteur Grimm l'a signé. Elle m'a dit, si je ne fais pas cela maintenant, Connie, je la perdrai. Connie a marqué une pause. Je ne savais pas si elle parlait de la maison, ou de toi. Peut-être des deux. Venez-vous à la lecture? Rien au monde ne m'en empêcherait, ma chérie. Je suis l'un des témoins, Marshall me l'a déjà confirmé. Après avoir raccroché, je suis resté assise pendant un long moment, le téléphone à la main. J'ai repensé à Connie, sur sa véranda ce matin-là, observant, comptant les vis, pour ensuite retourner à l'intérieur. J'ai pensé à toutes ces personnes, qui voient des choses et ne disent rien, parce que ce n'est pas leur famille, pas leur maison, pas leur fenêtre qu'on scelle de l'extérieur. Et puis, j'ai pensé à celles qui finissent par revenir. Ça n'efface pas les années, mais ça a de l'importance. Il vaut mieux parler tard, que de garder le silence pour toujours. Dimanche soir. La lecture devait avoir lieu lundi, à 10h. J'ai tout étalé, sur la table de la cuisine. Le testament photocopié, les documents d'assurance, le carnet en cuir avec l'élastique retiré et la reliure fendue, la carte de Marshall, et un bloc-notes juridique, sur lequel je n'avais rien écrit, parce qu'il n'y avait plus rien à planifier. Mott a sauté sur la table, et s'est assise directement sur le carnet, comme le font les chats, se positionnant sur la seule chose qui avait vraiment de l'importance. Comme si elle savait. Je l'ai laissé rester. L'appartement était silencieux. Biscuit ronflait sur son lit, près du radiateur. Il avait 10 ans, maintenant, sourd d'une oreille, et avec une hanche qui craquait, quand il montait les escaliers. Pépère était décédé l'année précédente. Un cancer foudroyant, 2 semaines entre le diagnostic et la fin. Je l'avais tenu dans mes bras, chez le vétérinaire, pendant que le docteur administrait l'injection, et je n'avais pas pleuré, avant de rentrer chez moi, et de voir sa gamelle d'eau toujours pleine. Je n'ai pas pensé à Pépère, ce soir-là. Ce soir, l'important était ce qui allait suivre. La lampe de poche jaune, reposait sur l'étagère, au-dessus de la télévision. J'avais changé les piles une seule fois, en 7 ans. Elle marchait toujours. Grand-mère eut acheté des choses, conçues pour durer. Je l'ai prise, je l'ai allumée, et je l'ai pointée vers le plafond. Le faisceau était stable et large. Le même faisceau, qui avait percé l'obscurité du placard de l'entrée, pendant que l'ouragan hurlait à l'extérieur. Je l'ai éteinte, et l'ai remise à sa place. J'ai réfléchi à une question, qui tournait dans ma tête toute la semaine. Est-ce que je fais ça parce que grand-mère le voulait, ou parce que j'en ai besoin? La réponse m'est apparue avec la voix de Ruth, ou du moins, la version de sa voix que je gardais en moi. Ça n'a pas d'importance. Les deux sont vrais. J'ai appelé Marshall. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir? Mettez des chaussures confortables, a-t-il répété. Et apportez le carnet. Juste au cas où. Juste au cas où, quoi? Au cas où votre père essaierait d'arguer, que le testament a été rédigé sous la contrainte. Ce carnet est le propre registre de Ruth. Il n'aura pas de valeur juridique en tant que preuve, mais il possède une autorité morale. Et l'autorité morale, c'est ce qui change l'atmosphère, dans une pièce. J'ai posé le téléphone. J'ai éteint la lumière de la cuisine. L'appartement a été plongé dans l'obscurité. Pas une obscurité scellée. Pas une obscurité de tempête. Une obscurité de mon propre choix. Le lampadaire extérieur peignait une bande jaune sur le sol, chaude et stable. La dernière fois que je m'étais assise dans l'obscurité, quelqu'un d'autre avait pris la décision à ma place. Ce soir, c'était moi-même qui avais éteint la lumière. Le bureau de Marshall paraissait différent, un lundi matin. Plus propre, plus net. Le verre dépoli captait la lumière du soleil, et projetait des motifs sur le sol du couloir. Le salon de coiffure en dessous, était fermé. C'était leur jour de repos. Et le bâtiment était silencieux, à l'exception de l'horloge sur le mur de Marshall, qui faisait tic-tac avec le genre de précision, qui vous fait prendre conscience de chaque seconde.
6 chaises autour d'une table rectangulaire. Marshall était assis en bout de table. Je me suis assise à sa gauche, avec Connie à mes côtés. Elle portait un cardigan bleu, et tenait son sac à main sur ses genoux avec ses 2 mains, comme si elle se préparait à des turbulences. Glenn est arrivé le premier, avec 5 minutes d'avance, vêtu d'une veste de sport que je ne lui connaissais pas, et de chaussures récemment cirées. Il s'est assis en face de moi, a tiré sa chaise vers l'avant, et a posé ses 2 mains sur la table. Les paumes vers le bas, les doigts écartés. L'attitude d'un homme qui marque son territoire. Diane est arrivée ensuite. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi. Ses yeux étaient gonflés, et son chemisier était mal boutonné au niveau du col, décalé d'un trou, ce qui faisait que l'ensemble tombait un peu de travers. Elle s'est assise à côté de Glenn, sans dire un mot. Jared est arrivé en dernier, avec 4 minutes de retard, dans un polo froissé, et un jean. Il a pris la chaise, à l'autre bout de la table, aussi loin de nous tous que la pièce le permettait. Il ne m'a pas regardé. Il n'a regardé personne. Il fixait ses mains. Glenn a jeté un coup d'œil à Connie. Pourquoi est-elle ici? Madame Bill est l'un des témoins du testament, a répondu Marshall. Je ne savais pas qu'il y avait des témoins. Il y a toujours des témoins, monsieur Whitfield. C'est ainsi que fonctionnent les testaments. Marshall a ouvert un dossier. Les documents à l'intérieur étaient imprimés sur du papier épais. Le genre de papier qui retient l'encre différemment, et qui semble immuable lorsqu'on le touche. Il les a disposés devant lui, a ajusté ses lunettes, et a commencé. La première section concernait les biens personnels. Les meubles, la vieille berline, quelques bijoux, le tout réparti à parts égales, entre Diane et moi. Le nom de Glenn n'apparaissait nulle part. Sa mâchoire s'est contractée, mais il est resté silencieux. Jusqu'ici, tout va bien, a-t-il marmonné à Diane. Marshall a tourné la page. La lumière fluorescente, au-dessus de la table, bourdonnait. Une vibration fine et régulière, comme un diapason pressé contre un os. Les mains de Connie se sont resserrées sur son sac à main. Le bouton mal aligné de Diane a accroché la lumière. Ce qui suit concerne le bien immobilier 6 au 114 Sycamore, a déclaré Marshall. La pièce a changé. Pas la température, ni la lumière, mais l'air lui-même. De la façon dont une pièce change, lorsque toutes les personnes qui s'y trouvent arrêtent de respirer en même temps. Marshall a lu le paragraphe suivant. L'expression du visage de mon père n'a pas changé au début. Puis, tout s'est effondré. Je sous-signais, Ruth Helen Callaway, scène de corps et d'esprit, lègue par la présente, le bien immobilier 6 au 114 Sycamore, y compris le terrain, la structure, et toutes les installations permanentes. Uniquement et entièrement à ma petite-fille, Evelyn Grace Whitfield. Les mots sont restés suspendus dans l'air, comme de la fumée. Glenn a regardé Diane. Diane a regardé Marshall. Jared a regardé la table. Connie m'a regardé. J'ai regardé mes mains. Elles étaient stables. Les mains de grand-mère Ruth avaient été stables, elles aussi, le jour où elle a signé ce document. C'est de la folie, a explosé Glenn. Il s'est levé, et sa chaise a raclé le parquet en bois dur. Un son long et désagréable, semblable à un gémissement. Elle était confuse. Elle avait 80 ans. Elle ne savait pas ce qu'elle signait. Madame Callaway a été examinée par son médecin traitant, 3 jours avant la signature, a rétorqué Marshall, sans hausser le ton. Le docteur Harmon a certifié sa capacité mentale par écrit. Le testament a été signé en présence de Madame Bill, et du pasteur Grimm, qui ont tous deux confirmé qu'elle était alerte, saine d'esprit, et qu'elle n'avait subi aucune contrainte. Je me moque bien d'eux. Il y a également une lettre, a poursuivi Marshall, que Madame Callaway m'a ordonné de lire à haute voix, en présence de toutes les parties. Il a déplié une simple feuille de papier. La même encre bleu-noir, la même écriture penchée de gauchère. À ma famille, a lu Marshall. Je vous écris ceci, parce que certaines choses doivent être dites à voix haute, même si je ne suis plus dans la pièce pour le faire. Le 15 septembre, mon gendre Glenn a laissé ma petite fille seule, dans cette maison. Pendant un ouragan de catégorie 4. Il a barricadé la fenêtre de sa chambre depuis l'extérieur. Ma fille Diane conduisait la dernière voiture, et ne s'y est pas opposée. Evelyn est restée assise dans un placard,
avec 3 animaux, et une lampe de poche que je lui avais donnée. Pendant que le toit tremblait, et que l'électricité était déjà coupée. Diane s'est couvert la bouche, ses épaules se recroquevillant vers l'intérieur. J'ai donné cette maison à Evelyn. Marshall a continué sa lecture. Parce qu'une famille, qui abandonne un enfant pendant une tempête, ne mérite pas l'abri, que cet enfant a protégé. Glenn s'est rassis lentement, comme un homme qui réalise que la chaise pourrait bien ne pas supporter son poids. Il y a également la question, a ajouté Marshall, en fermant la lettre, et en s'emparant d'un second dossier, d'une déclaration d'assurance, déposée au nom d'Evelyn, à son insu, et sans son consentement. Dossier numéro 4471B, d'un montant de $47 000. Versé à Glenn Whitfield. La signature sur le formulaire d'attestation de témoin ne correspond pas à la signature connue d'Evelyn. Le visage de Glenn a pris la couleur du ciment frais. Jared a relevé la tête, pour la première fois. Il a fixé son père. Quelque chose s'est modifié dans son expression. Pas de la surprise. Plutôt de la reconnaissance. Le regard d'une personne, qui s'était toujours douté de quelque chose, mais n'en avait jamais eu la confirmation. Grand-mère Ruth avait écrit cette lettre, à l'encre bleu-noir, avec le même stylo qu'elle utilisait pour tout. Pour les listes de courses, les plannings du jardin, et pour la justice. Elle n'avait pas élevé la voix. Elle n'en avait pas besoin. Elle l'avait simplement couché sur le papier, et s'était assurée que les bonnes personnes seraient présentes dans la pièce. Je dois reprendre mon souffle, ici. Si vous êtes encore là avec moi, merci. Je sais que c'est une histoire lourde. Si grand-mère Ruth vous rappelle quelqu'un dans votre propre vie, quelqu'un qui vous a vu alors que personne d'autre, ne prenait la peine de regarder, j'adorerais l'entendre. Laissez leur prénom dans les commentaires. Ils méritent qu'on se souvienne d'eux. Et si vous voulez savoir ce qui s'est passé ensuite. La partie sur la maison, l'argent de l'assurance, et ce que mon père a fait, quand il est sorti de cette pièce. Restez avec moi. Nous y sommes presque. La pièce est restée silencieuse pendant 11 secondes. J'ai compté. Puis, j'ai plongé la main dans mon sac, et j'ai posé une simple clé sur la table, entre nous. Argentée, usée, avec un morceau de ruban de masquage sur la poignée, où l'on pouvait encore lire Ruth, au marqueur effacé. C'est ma maison, maintenant. J'ai prononcé ces mots, calmement. Vous avez 30 jours pour déménager. C'est le délai de préavis légal. Marshall enverra la lettre officielle, cet après-midi. Glenn s'est penché en avant. Tu ne peux pas faire ça. Elle le peut, a affirmé Marshall. Et l'avis sera formalisé par écrit, avant la fin de la journée. Cette maison. J'ai entretenu cette maison. J'ai réparé le toit. J'ai entretenu le jardin. Vous y avez vécu sans payer de loyer, pendant 13 ans, les jeux coupés. Dans une maison qui n'a jamais été la vôtre, tout en racontant aux gens, que la propriétaire perdait la tête. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Sa veste de sport semblait soudain, beaucoup trop grande pour lui. J'ai gardé une voix posée. Grand-mère Ruth n'avait jamais élevé la sienne. Je ne le ferai pas, non plus. À propos de la déclaration d'assurance, ai-je continué. Je ne l'ai pas déposée. Je ne l'ai pas signée. La signature n'est pas la mienne. Tu as 2 choix. Soit tu rends volontairement les $47 000 à la Southern Mutual, soit je dépose plainte pour fraude. Ce sont les seules options. La main de Glenn a tremblé, sur la table. Ce n'était pas de la rage, mais quelque chose de pire. L'arrivée lente et inexorable, des conséquences. Diane m'a regardé. Son mascara avait coulé en 2 fines lignes, sur ses joues. Avec son chemisier mal boutonné, ses yeux gonflés. Elle ressemblait à une femme, se tenant au milieu des ruines, de quelque chose qu'elle avait elle-même aidé à détruire. Je suis ta mère, a-t-elle gémi. Je sais, ai-je répondu. C'est pour ça que ça fait mal. Je n'ai pas précisé quelle partie faisait mal. Je n'en avais pas besoin. Jared a pris la parole, pour la première fois. Sa voix était faible, et éraillée. Je suis désolé, Evelyn. J'ai regardé mon frère. Celui qui était resté dans le pick-up, à faire défiler son téléphone, pendant que notre père condamnait ma fenêtre. Celui qui n'avait jamais appelé, pendant la tempête. Celui qui, je le savais maintenant,
d'après les documents d'assurance, avait signé de son propre nom sur le formulaire de réclamation, en tant que co-témoin. Je sais que tu es désolé, lui ai-je dit. Mais les excuses ne me rendront pas cette nuit-là. Glenn s'est levé. Il ne m'a pas regardé, n'a pas regardé Marshall, n'a regardé personne. Il a ajusté sa veste, a marché jusqu'à la porte, et l'a refermée derrière lui. Pas un claquement. Il l'a tirée lentement, et de manière délibérée, comme s'il essayait de préserver une certaine dignité, qu'il avait déjà perdue. La poignée a cliqué. La lumière fluorescente a continué de bourdonner. Connie a expiré profondément. Diane est restée sur sa chaise, le regard fixé sur la clé, posée sur la table. Marshall a rassemblé ses papiers. Je préparais les notifications officielles cet après-midi. J'ai hoché la tête. J'ai ramassé la clé, je l'ai remise dans mon sac, et je me suis levé. La maison de ma grand-mère. Ma porte. Mes conditions. J'ai dormi, cette nuit-là. Pas très bien, ni très longtemps, mais j'ai dormi. Mon premier sommeil sans rêve, depuis la mort de grand-mère Ruth. Mott était allongée sur ma poitrine, lourde comme un sac de sable. Biscuit ronflait au pied du lit, avec sa mauvaise hanche étirée sur le côté. Je me suis réveillé à 6h45. J'ai préparé du café, j'ai nourri les animaux, j'ai ouvert les stores. Ensuite, j'ai vérifié mon téléphone. 53 appels manqués. Le premier était arrivé à 7h30. La veille au soir, alors que je conduisais encore, pour rentrer du bureau de Marshall. Glenn. Pas de message vocal. Il avait rappelé 9 autres fois, avant minuit, puis 3 fois de plus, entre minuit et 5h du matin. À 7h30 ce matin, presque exactement 24 heures après son premier appel. Il avait laissé un message vocal. Sa voix ressemblait à un pneu qui se dégonfle. S'il te plaît, arrête. Ne fais pas ça. Nous pouvons trouver un arrangement. Je sais que j'ai fait des erreurs. Rappelle-moi, Evelyn. S'il te plaît. Les appels de Jared ont commencé à 8h. Il a laissé un message, à 8h15. Est-ce qu'on peut parler? Je ne savais rien, pour l'histoire de l'assurance. Je te jure que je ne savais pas ce que je signais. Papa a dit que c'était la procédure habituelle. J'ai reposé le téléphone, quand il a dit ça. La procédure habituelle? Comme si falsifier le nom de sa sœur, sur un document d'assurance fédérale, était quelque chose qu'on faisait, entre deux vidanges. L'appel de Diane est arrivé à 9h30. Un seul appel, un seul message vocal. Sa voix était fine, et se brisait, comme du papier tenu trop près d'une flamme. Nous avions tort. S'il te plaît. L'enregistrement s'est coupé. Soit elle avait raccroché, soit le temps de la messagerie était écoulé. Dans tous les cas, la phrase s'est terminée, en même temps que son souffle. J'ai écouté chaque message. Les 53 tentatives de contact. Les appels, les messages vocaux, le silence de ceux qui avaient sonné dans le vide. Puis, j'ai posé le téléphone, face contre le comptoir. J'ai repris un peu de café, et j'ai regardé la lumière du matin, entrer par la fenêtre de la cuisine. La fenêtre était ouverte. Ma fenêtre. Pas de contreplaqué, pas de vis. Juste la vitre et la moustiquaire, et l'odeur du mois d'avril. L'herbe coupée, le béton humide, et le barbecue d'un voisin, allumé bien trop tôt. J'ai repris mon téléphone, une fois de plus, et j'ai appelé Marshall. Bonjour, Evelyn. Envoyez l'avis d'expulsion de 30 jours. Il est déjà rédigé. Je le déposerai avant midi. Merci, Marshall. Ne me remerciez pas, remerciez votre grand-mère. Biscuit a trottiné dans la cuisine, et s'est assis à mes pieds. Il m'a regardé, avec cette expression, que seuls les vieux chiens possèdent. Patiente, tolérante, et totalement présente. Je l'ai gratté derrière sa bonne oreille. Il a fermé les yeux. Connie m'a appelé à 10h. Comment te sens-tu? Comme si la tempête était enfin passée, ai-je répondu. Elle a ri doucement. Ta grand-mère aurait dit exactement la même chose. Elle aurait dit la même chose, avec exactement la même voix. Un mois plus tard, j'ai déverrouillé la porte d'entrée, du 114 Sycamore Lane. Avec la clé qui portait toujours le nom Ruth,
écrit sur le ruban adhésif. Je n'ai pas remplacé le ruban. J'ai simplement ajouté mon nom en dessous, au crayon. Les deux noms allaient bien ensemble. Glenn et Diane avaient déménagé la semaine précédente. Ils avaient loué un appartement avec une seule chambre, de l'autre côté de la ville. 720 $ par mois, animaux interdits, et stationnement dans la rue. Glenn a payé le premier mois de loyer, avec ce qui restait de ses économies, après avoir fait un chèque de 47 000 $ à la Southeastern Mutual. Il avait préféré un remboursement volontaire, plutôt qu'une enquête pour fraude. Marshall a qualifié ça de décision rationnelle. Je l'ai qualifié de strict minimum. Jared avait déménagé de son côté. Il avait trouvé un studio près du concessionnaire, avait complètement cessé de parler à Glenn, et m'avait envoyé un SMS, qui disait « Je sais que ce n'est pas suffisant, mais j'essaie ». Je n'ai pas répondu. Pas pour le punir, mais parce que je ne savais pas encore quoi lui dire. Certaines réponses nécessitent plus de 30 jours, pour mûrir. La maison était plus vide que je ne l'imaginais. Ils avaient emporté tout ce qui n'était pas scellé au mur. Les meubles, les rideaux, l'horloge de la cuisine. Mais ils avaient laissé les choses qui comptaient vraiment, car ils ne savaient pas ce qui importait. Le jardin d'herbes aromatiques était toujours là. Envahi par les mauvaises herbes, mais bien vivant. La balancelle de la véranda grinçait toujours, sur la même note. L'armoire à linge sentait encore les sachets de lavande. J'ai commencé par l'évier de la cuisine. Le tuyau que j'avais réparé, à l'âge de 17 ans. Celui pour lequel grand-mère Ruth m'avait appelé, fuyait de nouveau. Un raccord différent, cette fois. J'ai remplacé tout le mécanisme. Passage du cuivre au pair, nouvelle vanne d'arrêt, joint en silicone. 2 heures de travail, de qualité professionnelle. La chambre à coucher fut plus difficile. Je me suis tenu devant la fenêtre. Mon ancienne fenêtre. Celle que Glenn avait barricadée. Le contreplaqué avait disparu depuis longtemps, retiré après la tempête. Mais les trous de vis étaient toujours là. Au nombre de 4. J'ai passé mon doigt sur chacun d'eux, sentant le bord rugueux, là où le bois s'était brisé sous la perceuse. J'ai poncé le cadre, j'ai rebouché les trous avec de la pâte à bois, et je les repeins en blanc. Un blanc propre et éclatant, le genre qui ressemble à une intention assumée. Ensuite, j'ai ouvert la fenêtre, et je l'ai laissée grande ouverte. Ce soir-là, Connie est venue avec une tarte au mur, et une bouteille de vin. « Bienvenue chez toi, ma chérie », m'a-t-elle dit. J'ai posé le carnet en cuir, sur l'étagère du salon. Juste à côté, la lampe de poche jaune. Côte à côte, comme 2 tomes de la même histoire. Je n'avais plus besoin de la lampe de poche dans le noir, mais je les gardais bien en vue. Certaines choses, on les conserve, non pas parce qu'on en a besoin, mais parce qu'elles nous rappellent, qui les a tenues en premier. Nous sommes en octobre, maintenant. 7 mois se sont écoulés, depuis la lecture du Testament. La sauge du jardin de grand-mère Ruth a survécu à l'été. À la sécheresse, à la chaleur, et même aux 2 semaines où j'ai oublié de l'arroser, parce que je gérais un gros chantier commercial à Millbury. Elle s'en fichait complètement. La sauge ne demande pas la permission, pour continuer de vivre. Elle vit, tout simplement. Je suis assise sur la véranda arrière, sur la même chaise, que celle où Ruth s'était assise, ce Noël où elle m'a donné le carnet. Le thé est à la menthe poivrée, sa marque à elle, provenant de la boîte en métal qu'elle gardait au-dessus de la cuisinière. La boîte est presque vide. J'en achèterai d'autres la semaine prochaine, ou bien je passerai à la camomille. Le rituel importe bien plus que la saveur. Biscuit est couché à mes pieds. Il a 11 ans désormais, presque totalement sourd, et ses hanches sont en si mauvais état, que je dois le porter, pour lui faire monter les marches de la véranda. Cela ne le dérange pas. Il dort dans une tache de soleil, qui frappe les lattes de bois vers 4 heures de l'après-midi, cette même tache lumineuse, où Ruth avait l'habitude de lire. Mott est perché sur la rambarde de la véranda, guettant un écureuil avec la patience d'un prédateur aguerri. Pépère n'est plus là. Depuis 1 an et demi. J'ai planté du romarin, à l'endroit où je l'ai enterré, près de la clôture. Il a fleuri en juin. Les gens me demandent si je pardonne à mes parents. Je ne sais pas encore. Le pardon est un bien grand mot, pour un mardi après-midi. Ma mère a envoyé une carte de Noël, l'année dernière. Juste son prénom. Aucun message.
Je n'ai pas répondu, mais je ne l'ai pas jetée non plus. Elle repose dans le tiroir de la cuisine, avec les élastiques et les piles de rechange. Certaines choses se gardent dans un tiroir, jusqu'à ce que l'on sache quoi en faire. Mon père n'a pas appelé, depuis l'expiration de l'avis de 30 jours. Jared a appelé une fois, en août, pour m'annoncer qu'il avait quitté la concession automobile, et s'était inscrit à un programme de formation professionnelle en électricité. J'apprends à faire les branchements correctement, m'a-t-il dit. J'ai failli rire. Failli. Le soleil est bas, à présent. Il descend derrière la lisière des arbres, transformant le tuyau d'arrosage en cuivre, et plongeant les herbes aromatiques dans l'ombre. Le ciel a cette même teinte orange, qu'il avait cet après-midi-là. Quand grand-mère Ruth m'avait tendu la lampe de poche, en me disant, quand les lumières s'éteindront, tu auras besoin de ta propre lumière. Mon téléphone vibre sur la coudoir. Numéro inconnu. Je le regarde un instant, puis je le repose. Je répondrai quand je serai prête. En mon propre temps, dans ma propre maison, avec la porte grande ouverte. Et chacune de mes fenêtres, laissant entrer toute la lumière qu'elle peut trouver. Avant, je m'asseyais dans l'obscurité, parce que quelqu'un d'autre avait éteint la lumière. Maintenant, je m'assieds sur la véranda, parce que le coucher du soleil vaut la peine d'être regardé. Merci d'être resté avec moi, jusqu'au bout de cette histoire. Si vous avez déjà dû tracer une limite, avec les personnes qui étaient censées vous protéger, sachez que je vous comprends. Et si vous ne l'avez pas encore fait, mais que vous y songez. Croyez-moi, vous êtes bien plus courageux que vous ne le pensez. Laissez un commentaire, et dites-moi. Que auriez-vous fait, à ma place? Auriez-vous répondu à cet appel? Je les lis tous, un par un. Si cette histoire a résonné en vous, regardez dans la description, juste en dessous. Il y en a une autre qui m'a frappé, encore plus fort que celle-ci.